Bonjour. Alors aujourd'hui, je vous parle de vos plans. Les plans qui sont sur votre table depuis beaucoup trop longtemps, qui vous apportent peut-être une certaine incertitude financière. Alors, je vais vous présenter vraiment 4 leviers qui vont vous permettre de vraiment faire décoller ce fameux projet-là ou peut-être tout simplement de tourner la page puis de vous concentrer sur d'autres choses puis vraiment avoir le sentiment d'avancer dans votre vie, de ne pas être stagné. Alors, mon nom est Nathalie Niemeyer. J'accompagne les entrepreneurs et les entrepreneurs à prendre de meilleures décisions financières, mais surtout à améliorer le comportement qui est sous-jacent à ces décisions financières-là. Donc, quand on parle de plan, on parle de scénario. Évidemment, si on avait tous une garantie que notre meilleur scénario pourrait se concrétiser, tout irait bien, vous ne seriez pas en train d'écouter cette vidéo. Mais malheureusement, on n'a pas de garantie et on a surtout peur qu'un scénario plutôt pessimiste se mette en branle et change des fois dramatiquement notre vie. Alors moi, je vais vous présenter ici les 4 leviers avec lesquels je travaille pour qu'on puisse passer à travers ces fameux freins-là, financiers ou autres, pour que vous puissiez enfin tourner la page ou mettre en branle ce fameux projet. Vous les avez juste ici, donc vous avez ici évidemment 2 scénarios qui vont nous intéresser dans le cadre de cette analyse, le scénario réaliste et le scénario pessimiste. On laisse le scénario optimiste de côté parce que ce scénario-là, bien évidemment, s'il se concrétise, on va être d'autant plus content et en fait, ce scénario-là n'engendre pas de frein. Ici, on a 2 colonnes, la colonne à droite qui est le volet financier, puis la colonne à gauche qui est le volet humain. Je les présente toujours de façon conjointe parce qu'ils sont très, très intimement liés, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Comment ça fonctionne? Bien, ça fonctionne vraiment, en fait, on va suivre les aiguilles du montre. On va commencer par un scénario réaliste stimulant, portant, pour finir avec un scénario pessimiste soutenable et vivable. Donc, dans ce sens-là, le sens est quand même important pour qu'on puisse avancer et puis faire des réflexions beaucoup plus rapides. Alors, on commence toujours par le scénario réaliste parce que c'est celui-là qui va nous permettre beaucoup plus de clarifier notre projet et même de le visualiser. Alors, c'est quoi un projet réaliste qui est stimulant? Bien, c'est vraiment un projet qui nous branche. Lorsque j'y pense, il fait vraiment beaucoup de sens. Il est vraiment en lien avec les valeurs. Il est en lien avec le pourquoi je fais ce que je fais. Il m'apporte cette espèce d'envie de le mettre de l'avant, même jusqu'au point des fois de ne pas dormir la nuit. Alors, évidemment, lorsqu'un projet doit être stimulant, il doit l'être pour nous et pour tout le monde autour de nous, pas juste soi-même. Peut-être qu'on a un associé, donc où ce projet-là doit aussi être stimulant pour lui, pour tous les joueurs clés de votre équipe. Lorsque moi et mon associé, on prend des décisions, bien, on a toujours ça en tête. On a en tête de savoir à ce moment-là aussi, est-ce que les gens importants dans notre organisation vont trouver leur compte, vont trouver leur place, vont en fait même croître dans tout ça. Fait que c'est vraiment une décision qui est très, très importante. Pour vraiment cocher cette case-là beaucoup plus, il faut penser ou réaliser en fait qu'on a une infinitude de projets possibles, mais une finitude de ressources. Alors, le volet infinitude de projets, ça, je pense que c'est assez clair pour les entrepreneurs ou les entrepreneurs. J'en connais très peu là, qui ont pas de capacité d'avoir de projets sur la table. C'est tout à fait le contraire. Lorsqu'on parle à un entrepreneur, des fois, ils en ont 125 sur une liste de choses à faire. Et bon, ça, on pourra s'en reparler, mais c'est aussi un frein parce que finalement, on avance beaucoup de projets à la fois, mais peu se concrétisent et ça devient très essoufflant. Alors, c'est là qu'on réalise que les ressources, le temps qu'on a, les ressources humaines, mais surtout le temps, ça a une certaine finitude. Je veux dire, on a une vie, même si on pense vivre 100 ans, ça ne sera pas 200 ans. Donc, il va falloir faire des choix dans cette infinitude possible de projets. Et mon conjoint, qui est aussi mon associé, ça fait depuis depuis le tout début, on a compris ça. On était jeunes, on avait à peine mis les pieds dans notre entreprise, qu'on a fonctionné toujours de cette façon-là. Donc, rapidement, on présente le projet. Est-ce qu'il te stimule? Oui,
parfait, on continue. Et oh, je sais pas, je le file pas, celui-là. Moi, ça me dit rien ou je sais pas, ça vient pas me chercher. Ça s'arrêtait là et on continuait à analyser ou réfléchir à un autre projet. Fait que voyez-vous, de commencer par là, ça nous permet premièrement, d'avoir cette réflexion-là par rapport à la finitude du temps, de nos ressources. Et ça permet donc de passer, de tourner la page rapidement parce que souvent, on s'accroche à des projets sans comprendre pourquoi on s'y accroche, mais qui ne sont pas nécessairement ceux sur lesquels on devrait mettre notre énergie ou se placer à l'avant-plan. Alors ça, c'est la première étape. Si on revient ici à notre petit tableau, on voit ici là, que si je veux passer de l'avant, il faut vraiment que je coche « J'ai confronté mon projet à la finitude », tout court. Maintenant, deuxième point, est-ce que mon projet est porteur? Alors, comme vous voyez, le mot que j'ai utilisé est porteur et non pas rentable parce que porteur, ça sous-entend que votre projet a un fort potentiel de croissance ou alors que ça répond à vraiment un besoin immédiat qui est déjà là ou ça suscite de l'engouement, que ce soit socialement, financièrement ou environnementalement parlant. Alors, c'est important parce que si déjà d'entrée de jeu, votre projet est juste rentable, mais n'a pas de vision outre mesure, peut-être qu'il faudrait réfléchir sur l'importance que vous allez mettre sur ce projet-là. Alors, qui dit plan, comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, on parle de scénario, et qui dit scénario, pense à des hypothèses. Alors, il y a des hypothèses pour lesquelles on est assez à l'aise, donc pour lesquelles on a une grande certitude, et d'autres pour lesquelles on a moins de certitude. Alors, c'est comme ça que je les ai scindées. Lorsqu'on a beaucoup de certitude par rapport à une hypothèse, il faut quand même être prudent parce que ces hypothèses-là doivent quand même être soutenues. Les fameux projets coup de cœur, ah oui, c'est vraiment c'est vraiment un projet là qui va être hyper rentables pour lesquels on a cette espèce de coup de foudre sont rarement ceux qui sont les plus rentables. Comme vous voyez, je vais revenir au terme rentable pour que ce soit plus facile au niveau de la compréhension. Alors, pourquoi ils sont rarement rentables? Ben, c'est parce qu'on n'a souvent pas soutenu, on est resté dans notre rêve, on a oublié de mettre les pieds sur terre, puis de soutenir ces hypothèses-là. Alors, le fameux million de chiffres de vente en 3 jours, alors qu'on est un solopreneur sans expérience, ça, on le voit beaucoup. On voit aussi beaucoup d'investissements initiaux qui sont décadents. Tu te dis, mais ma foi, ça se peut pas qu'on ait investi autant d'argent pour un projet d'entrée de jeu qui n'avait aucune garantie de vente. Souvent, ben en fait, le problème avec ce genre d'investissement-là, c'est que ça va vraiment geler des ressources qui auraient pu être mises à un projet qui était beaucoup plus opportun, donc et aussi qui va nous mettre dans des situations financières difficiles pendant très, très longtemps. Alors, soutenons ces projets-là parce que nous avons 2 biais cognitifs qui sont un grand frein dans ces genres de décisions-là. Il y a le biais de confirmation et aussi le biais d'optimisme. Je pourrais en reparler un peu plus longtemps là, dans une autre vidéo. Alors, pour l'instant, réfléchissez, en fait, retenez que notre cerveau nous amène, malgré nous, à prendre de mauvaises décisions pour prendre des raccourcis ou peu importe la raison pour laquelle il le fait. Alors, donc, mon projet, est-ce que je l'ai bien soutenu? Mais aussi, il y a le trop, mais il y a le comme pas assez aussi. Alors, des fois, on a des prévisions financières dans lesquelles vos salaires comme entrepreneur sont très pauvres. Et là, je parle vraiment avec expérience quand j'ai été devant un mur et à un moment donné, au tout début de mon entreprise, puis que clairement, les chiffres me disaient de fermer mon entreprise. J'ai dit à mon conjoint, qui est mon associé, écoute, j'ai bien beau tourner les chiffres comme je veux. D'un certain sens, je m'en fiche, même si je gagne 5 de l'heure, c'est vraiment ce que je veux faire et j'ai continué à travailler et malheureusement, j'ai continué aussi à nourrir cette croyance limitante. Alors ça, c'était avant que j'aie mes 3 enfants, mais je peux vous dire que quand on commence à avoir des besoins financiers plus grands, peu importe les raisons, dans mon cas, c'était mes enfants, 5 de l'heure, vous n'avez pas besoin d'être un grand mathématicien pour comprendre que ça ne tient pas la route longtemps.
Et au fur et à mesure que mes besoins financiers se sont fait sentir ou ce que j'ai eu besoin de me verser un salaire plus élevé, tout d'un coup, j'ai réussi à trouver des mesures ou des actions ou de mieux rentabiliser mon entreprise, mieux optimiser mon entreprise pour ainsi me payer un salaire meilleur. Ce qui veut dire que si j'avais traité cette croyance limitante-là depuis le début, ben imaginez ce que j'aurais pu faire avec mon entreprise, j'aurais pu l'amener beaucoup plus loin. Parce qu'il n'était pas question, dans mon cas à moi, de ne pas laisser mes enfants vivre leur passion et leurs rêves. C'est comme ça qu'on les a élevés, c'est comme ça qu'on vit chez nous quand on a un rêve, une passion à mettre en branle. Bien, en fait, le volet financier ne doit jamais être un frein. C'est ce que j'enseigne à mes enfants, parenthèse. Alors donc, est-ce qu'on est capable ici de revenir à notre petit tableau et de dire, de ticker, ma certitude est bien soutenue dans les deux sens. Alors ça va être vraiment le premier ou le volet, je vous dirais, A du deuxième levier qui est, est-ce que mon scénario réaliste est porteur? Alors passons maintenant au volet B. Mes incertitudes sont-elles circonscrites? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, est-ce que je suis capable de mettre le doigt sur les hypothèses avec lesquelles je suis le moins à l'aise? Alors ça, c'est important parce que sous ces hypothèses-là, on va déceler souvent vos plus grandes peurs et vos plus grands freins. Alors ici, vous allez voir que lorsqu'on fait nos analyses financières, on va réaliser que nos freins financiers ne sont jamais nos plus grands freins et qu'on a beaucoup d'autres freins. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire nos analyses financières. Il faut les faire parce qu'en les faisant, on est capable de pouvoir mieux déceler là où est-ce que le bas blesse. Alors, lorsque je fais, par exemple, des prévisions financières pour vérifier ou valider la rentabilité possible d'un projet, je vais faire des hypothèses concernant les ventes, par exemple, ou alors aussi par rapport aux dépenses, est-ce que je vais être capable d'atteindre les ventes que je dois atteindre pour avoir une certaine rentabilité? Est-ce que mon équipe va être capable de me soutenir? Est-ce que mes ressources vont être suffisantes? Il y a autant de questions qu'il y a de projets, donc il faut vraiment ajuster les questions par rapport à vos différents projets. Maintenant, lorsqu'on a une hypothèse avec laquelle on est mal à l'aise, c'est parce que souvent, il y a une information qui nous manque. Et l'information qui nous manque, elle vient souvent par rapport à quelque chose qu'on doit faire hors de notre zone de confort. Des fois, ça doit être une discussion qu'on doit avoir avec notre associé ou notre comptable, par exemple, ou une personne clé dans notre entreprise. Des fois, c'est en lien avec une tâche qui nous répugne. On doit peut-être compiler des données ou encore pire, aller rencontrer notre banquier. C'est vraiment épouvantable pour certaines personnes. Des fois, ça peut être un changement majeur qu'on doit faire. On doit peut-être remercier une personne pour se libérer d'un certain poids et c'est ce qui nous freine. Donc, ça peut être toutes sortes de choses. Souvent, je vous dirais, la plupart du temps, il y a aussi un comportement à ajuster. Peut-être que vous avez besoin d'avoir un petit peu plus d'audace, puis que pour vous, l'audace, c'est trop proche de l'arrogance, puis vous haïssez ça, les gens qui sont arrogants. Alors, peu importe la raison pour laquelle vous avez, il vous manque de l'information, c'est souvent en lien avec une personne. Une personne pour laquelle vous avez imaginé ou que vous projetez une identité pas très, très positive. Alors ça, si vous allez voir en négociation ou lorsqu'on est en train de vouloir mettre en place un projet, les gens qui nous entourent, même votre banquier ou la personne qui vous soutient financièrement ou qui vous alloue des prêts, même elle, il faut toujours avoir une identité positive de ces personnes-là parce que sinon, ça vous amène à rien. D'ailleurs, je vous invite à aller voir mon site Internet. J'ai une formation qui est adressée vraiment à ce volet-là, cette capacité ou cette incapacité à pouvoir travailler avec des gens sur lesquels on est capable de projeter une identité positive. Ça s'appelle Identité positive, 4 étapes, 15 outils. Je vous conseille vraiment de vous y inscrire. Alors, revenons ici à notre fameux petit tableau. On a coché les éléments du scénario réaliste. Maintenant, regardons un petit peu le scénario pessimiste.
Pourquoi est-ce qu'on adresse le scénario pessimiste? Ben, en fait, principalement parce que lorsqu'on adresse ce scénario-là, on adresse aussi nos peurs, nos craintes. Lorsqu'on est capable de nommer ces craintes-là, lorsqu'on parle de nos émotions, juste à les nommer, en fait, cela a un impact neurologique sur votre cerveau, sur notre cerveau, principalement sur l'amygdale, qui est en fait le centre des émotions, ou si vous voulez aussi plus spécifiquement le centre de nos peurs. Alors déjà là, c'est une excellente raison pour laquelle on va faire ce scénario-là. On va aussi faire ce scénario-là parce qu'on va chiffrer exactement combien on est capable de perdre, combien on est avec lesquels on va être à l'aise de perdre et surtout d'en faire un scénario B. Donc, qu'est-ce qui se passe si vraiment ça va pas comme que j'aurais aimé que ça se passe? Donc, ça va être quoi mon plan B? Comment je vais m'en sortir financièrement? Le troisième point, c'est vraiment aussi pour savoir quand est-ce que je vais, en fait, tirer la plug. Ça, c'est une expression québécoise. Ou quand est-ce que je vais décider de plus aller de l'avant dans ce projet-là parce que j'ai assez perdu d'argent. Pourquoi est-ce que je dois prendre cette décision-là avant? Bien parce qu'en fait, on a un autre biais cognitif qui s'appelle l'aversion de la perte. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Donc, ce biais-là va nous faire prendre de mauvaises décisions au mauvais moment parce qu'on a peur de perdre. Si je sais d'avance jusqu'à où je peux mener mon projet sans que je sois trop dans la merde, à ce moment-là, je prends la décision au bon moment et je ne me fais pas influencer par mon cerveau qui est en train de m'amener vers une mauvaise décision financière. Alors, comment on fait pour bâtir un petit peu ce scénario pessimiste-là? Bien, on va revenir à nos incertitudes circonscrites à l'étape précédente et ces incertitudes vont être les paramètres de notre scénario pessimiste. Donc, tout ça, ça s'emboîte et c'est là qu'on voit que l'ordre et la séquence dans laquelle on adresse un projet est importante. Alors, si on passe au petit tableau, le quatrième levier, est-ce que mon projet est vivable? Donc, est-ce que mon côté, le volet pessimiste de mon projet est vivable ou même on pourrait dire survivable? Ici, on parle de nos peurs, comment est-ce qu'on peut les adresser, de nos besoins aussi, comment est-ce qu'on peut mieux les soutenir. Donc, ces deux volets-là, vous avez deux autres vidéos que vous pouvez écouter. La première parle des 5 peurs, comment est-ce qu'on peut minimiser l'impact de nos peurs. Elles adressent ces peurs-là. Donc, la plus importante ou une avec laquelle on travaille souvent, c'est celle d'avoir toujours le support ou l'amour de nos proches ou la reconnaissance de nos proches. Donc ça, c'est important. Il faut des fois avoir des discussions difficiles avec notre partenaire de vie ou avec les gens dans notre famille. C'est quelque chose avec lequel on peut vous aider. D'ailleurs, je vous invite à prendre rendez-vous. Les 30 premières sont toujours offertes gratuitement. Ils peuvent faire la différence entre concrétiser ou ne pas concrétiser votre projet. Donc, allez-y. La deuxième vidéo que je vous invite à écouter, c'est celle sur vos 6 besoins humains. Donc, comment mieux les combler pour être capable, entre autres, d'aller par-dessus vos peurs ou d'avancer. Vous allez aussi pouvoir compléter un questionnaire qui va pouvoir vous aider à hiérarchiser ces différents besoins-là. C'est très révélateur, ça apporte beaucoup d'éléments très concrets qui vont pouvoir, encore une fois, vous aider à faire décoller vos projets. Alors, si je vous ramène ici une dernière fois au petit tableau, alors si je résume le volet du scénario pessimiste, vous devez vraiment ressentir que la douleur de perdre, elle est plus petite que celle de ne pas aller de l'avant avec votre projet. Si vous n'êtes pas capable de ressentir ça, il faut retravailler un des éléments plus haut. Il faut revenir voir où est-ce que le bas blesse le plus. Je vous laisse avec cette petite pensée. Vos chiffres racontent votre histoire, rappelez-vous toujours de ça, mais c'est vous qui allez pouvoir leur donner une dimension distinctive et durable. Alors, à bientôt, j'espère. Merci et bonne journée.